Pour faire la transition, pas énergétique, mais de parole entre Emmanuel Berthaud, donc, qui a présenté un scénario qui est une vision, bien sûr, de l'avenir. Dans le cadre du débat, il y a une dizaine de scénarios, voire plus, qui ont été présentés aux débatteurs. Chacun a cette vision du futur et du mix énergétique à venir, avec des questions d'ordre économique, d'ordre technologique. Et ce qui est clair, c'est que dans chaque scénario, on voit qu'on part d'un modèle qui est relativement assez simplifié, qui est basé sur le pétrole, le gaz, le nucléaire, il y a quand même l'hydraulique dans la production d'électricité, mais qu'on va vers une situation beaucoup plus complexe dans laquelle le bâtiment aura bien sûr un rôle à jouer. Et qui dit bâtiment dit comment on applique dans le secteur du bâtiment la problématique des réglementations thermiques et autres. Donc il y a un enjeu de compétences. Notre président disait tout à l'heure, il y a 300 000 personnes qui ont des compétences dans le secteur du bâtiment, mais la réglementation allant en se complexifiant, on a besoin encore plus de compétences et d'expertise dans les différents domaines. Et pour ça, on a invité donc Nathalie Chang, qui est directrice d'un bureau d'études qui s'appelle Tribu Énergie. Et donc vous allez essayer de nous expliquer comment on peut passer d'un monde relativement simple à un monde plus complexe, comment cette mise en œuvre des réglementations thermiques peut s'opérer, et puis aussi comment les utilisateurs de ces bâtiments vont pouvoir se comporter et quel impact ça va avoir sur le résultat final. Voilà. Effectivement, je vais essayer de vous parler en tant que bureau d'études. On fait beaucoup d'études, on a des réglementations qui sont de plus en plus complexes, qui nous prennent beaucoup de temps. On dépense beaucoup de papier également pour éditer ces études, et on livre de gros pavés à nos clients. Et la question, c'est finalement, est-ce que les économies d'énergie sont bien au rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est pas le tout de payer des ingénieurs, mais est-ce qu'effectivement les usagers font de réelles économies d'énergie? Alors déjà, avant de répondre à cette question, je vais vous parler un petit peu de quoi parle-t-on. Donc effectivement, ça a déjà été dit tout à l'heure, il y a deux réglementations, une dans les bâtiments neufs, une dans les bâtiments existants. Donc dans les logements neufs, actuellement, je vais vous présenter effectivement des retours d'expérience sur des logements qui sont labellisés BBC, bâtiments basse consommation, donc selon la RT 2005, en sachant que effectivement tous les logements depuis le 1er janvier pour les dépôts de PC sont désormais soumis à RT 2012. Alors on parle beaucoup du 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Ça déchaîne les foules, c'est vrai que c'est super, c'est un indicateur, c'est hyper parlant. Alors précaution, parce que déjà dans ce 50, on n'a que 5 usages qui sont réglementés en matière de consommation. Le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires. Dedans, on parle d'énergie primaire. Donc l'énergie primaire, dans la RT 2012, on multiplie par 2,58 tout ce qui est électrique, par 1 les autres énergies. En matière d'énergie finale, on parle de mètre carré Shone RT. Donc c'est une Shone un petit peu corrigée. Donc c'est pas de la surface habitable, contrairement à ce qu'on va trouver par exemple dans le diagnostic de performance énergétique. C'est du conventionnel, c'est-à-dire qu'effectivement le calcul il est fait sur la base de 8 fichiers météo en France, de température de consigne fixe, de scénarii, d'apports internes qui sont figés. Et ensuite, le 50, dans le label BBC et dans l'RT 2012, il est modulé en fonction de nombreux critères, d'usage, de fichiers de zone climatique, d'altitude. Et donc, c'est vrai qu'on nous parle très souvent, de plus en plus, en tant que bureau d'études, on nous dit « engagez-vous sur le 50 ». Vous faites des études, vous passez des heures, maintenant, il faut que vous nous garantissiez le 50. Il y a de plus en plus de procès, j'ai des confrères qui se retrouvent devant les tribunaux parce que les occupants n'atteignent pas ce 50. Or, quelle est l'opposabilité de ce 50 ? Qui attaquerait son constructeur automobile parce que vous ne respectez pas le 5 litres au 100 ? Je pose la question, parce qu'effectivement, les automobilistes ont été les premiers à communiquer sur ces notions de consommation au kilomètre. Or, on sait très bien que sur une automobile, il y a plein de choses qui vont influencer nos consommations. Et il n'y a qu'un seul conducteur. En théorie, sur un trajet, on peut faire la moyenne. Or, dans un logement, on a
plein d'occupants qui peuvent effectivement avoir des comportements très différents. Et en plus, dans les 5 usages réglementaires, comment on va pouvoir faire la part de la partie qui est réglementée, donc les 5 usages RT, et des autres usages. Là, vous avez un petit camembert qui vous montre, on a un équivalent de 50 kWh. Vous avez en bleu le chauffage, en rouge le chaude sanitaire, en vert les auxiliaires et en jaune l'éclairage. Donc ça, ce sont nos 5 usages RT qui font à peu près 50. Regardez la part du reste des usages. Donc où on va trouver la cuisson, l'électroménager, le gros électroménager, le petit électroménager, tout ce qui va être hi-fi vidéo et tous les autres, le grille-toast, le sèche-cheveux. Et donc en fait, on s'aperçoit que sur les consommations d'un ménage, eh bien, on a à peu près un tiers qui sont liés à ces consommations réglementaires. Plutôt bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'effectivement, on a fait quand même des sacrés progrès, comme ça a été montré dans les graphes précédents. Et donc là, je vais vous montrer en pratique, parce que on a eu la chance en fait d'instrumenter 18 logements BBC, donc grâce à Cercal, donc à l'organisme certificateur qui a voulu savoir finalement comment on vit dans des logements BBC, avec différents critères, un critère technique, mais également un critère économique et un critère sociologique. Donc pas seulement sous l'aspect économie d'énergie. Et l'avantage, c'est effectivement que on a instrumenté donc 6 bâtiments à travers la France, et dans ces 6 bâtiments, à chaque fois 3 logements. On les a instrumentés donc pendant plusieurs saisons, des saisons d'été, des saisons de chauffe, et on a récupéré bien entendu toutes les factures pour regarder est-ce que les économies d'énergie sont vraiment au rendez-vous. Donc vous avez en bleu les consommations conventionnelles 5 usages qu'on a quand même ramené au DGU, c'est-à-dire on a fait une correction climatique. Et puis vous avez en rouge les consommations réelles qui ont été extrapolées, estimées à partir des factures des occupants pour regarder finalement, on se place comment. Et donc on s'aperçoit que autant, je dirais, les consommations, le calcul, ça se suit, enfin on n'est pas trop loin, on a des typologies qui vont être différentes effectivement de bâtiments, de logements, et au niveau de la courbe rouge, ça va un petit peu dans tous les sens, hein. C'est-à-dire que oui, les occupants ne sont pas formatés, et donc on en a quand même la moitié sur 15 qui est extrapolable, qui se retrouvent à avoir des consommations qui sont inférieures aux consommations conventionnelles, et toute une autre partie qui dérive. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de... C'est pas lié à la question, type d'énergie, parce que là, on a de tout. On a du chauffage électrique, du chauffage gaz, des énergies renouvelables, du réseau de chaleur. On a des locataires, des logements sociaux, des logements privés. Donc, on a un petit peu de tout, et on n'a pas de critères prépondérants qui vont juger, si ce n'est derrière le critère du nombre d'occupants, qui là, effectivement, est très, très important. Et ça, je vais vous en parler. Donc, la conclusion, c'est quand même, en synthèse, je dirais, il y a quand même quelques clés de réussite. C'est-à-dire, là, on est face à des maîtres d'ouvrage qui sont très vigilants, qui effectivement voulaient des opérations réussies, qui se sont entourés d'acteurs compétents, avec des missions de conception, suivi de chantier, des entreprises qui étaient sensibilisées au BBC, formées, averties, donc on fait attention. Et il y a eu tout un accompagnement des utilisateurs. Et encore, finalement, on s'aperçoit qu'on pourrait aller encore au-delà, parce que certains se sont retrouvés complètement perdus en matière d'utilisation de leur logement. Ensuite, de manière générale, c'est vrai qu'il est fondamental d'accompagner ça avec des bons contrats de maintenance qui sont adaptés aux technologies installées, parce que très souvent, je dirais, on voit parfois installer des bâtiments avec des technologies très complexes où les entreprises de maintenance sont un petit peu perdues. Et ce qui est très important aussi, c'est d'aller vers ce suivi des consommations pour apprendre de ces erreurs, puis ensuite rebondir et aller de plus en plus vers de la véritable performance. Mais il y a aussi quelques petites précautions à avoir qui se dégagent de manière générale.
et notamment sur le confort d'été. On entend beaucoup parler, on dit oui, alors on fait des bouteilles thermos. C'est vrai que les bâtiments BBC, on a des bâtiments super bien isolés, hyper performants. Et là, c'est un véritable risque. On s'aperçoit que on a des occupants qui vont vivre dans un même immeuble BBC et qui vont très bien se comporter au niveau du confort d'été, donc ouvrir leurs fenêtres la nuit, donc profiter de la surventilation nocturne et avoir des logements confortables, et d'autres qui au contraire vont ouvrir leurs fenêtres en pleine journée quand il fait beaucoup plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur et qui vont se retrouver dans des situations très inconfortables, et ça dans une même situation. Donc il y a un côté comportement très important. Ce qu'on constate également, c'est les grandes dérives dans les pics que je vous montrais tout à l'heure. C'est qu'en conception, on raisonne en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré, ce qui est logique parce que c'est la seule chose qui est opposable. Mais en utilisation, c'est vrai qu'il est plus pertinent d'aller vers du kilowattheure par occupant. Il est très important de privilégier des solutions techniques qui sont fiables, robustes et simples, parce qu'effectivement, plus on a de choses compliquées, plus on s'aperçoit que soit les entreprises de maintenance, soit les utilisateurs ont du mal à se l'approprier. Et surtout mettre en parallèle effectivement des techniques qu'on utilise, les contrats de maintenance. Je dirais quand le futur acquéreur n'a pas les moyens de se payer un contrat de maintenance élevé, il faut parfois être raisonnable en matière de solutions prescrites. Ensuite, un autre point qui est assez redondant, c'est la question du transfert de chaleur dès qu'on est en chauffage individuel, avec les risques où là, on s'est aperçu que dans un même immeuble, on pouvait avoir des consommations de chauffage qui allaient de 0 à 50 kWh par mètre carré, juste sur le poste chauffage, entre 3 foyers différents. Et donc, la raison, c'était 0 kWh. La famille se retrouve en situation précaire, au chômage, en pleine période de crise. Premier poste qu'ils ont décidé de réduire, le chauffage. Donc, ils ont coupé intégralement leur chaudière murale. C'est pas seulement le chauffage électrique, mais là, on l'a vu sur une chaudière murale. Tandis que d'autres, effectivement, avaient moins de soucis et pouvaient consommer un petit peu plus allègrement. Donc, effectivement, ce risque existe, d'autant plus que on a quasiment plus de transfert vers l'extérieur puisqu'on a des bâtiments super isolés, et donc ça amplifie le phénomène des transferts côté intérieur. Un autre risque aussi très important, c'est qu'on est un petit peu sous le feu des projecteurs actuellement de la performance énergétique. C'est absolument fabuleux en tant qu'énergéticien. Je dirais c'est agréable effectivement de pouvoir concevoir des projets. Certains grands architectes me disent parfois nous sommes devenus vos secrétaires en tant qu'architectes, et les énergéticiens, vous nous dites où tracer les traits, c'est humoristique, mais le problème c'est que l'énergie étant devenue un sujet majeur, l'énergie a aussi beaucoup d'effets collatéraux sur plein d'autres postes, notamment sur l'acoustique, la qualité d'air intérieur, ça va être sur l'accessibilité, sur le confort visuel. Et tout ça, c'est très très important d'avoir une vision globale pour avoir des projets réussis et pas juste se focaliser sur cet aspect énergie. Et je dirais, pour conclure sur la partie des logements existants, parce que là aussi on a eu la chance de faire beaucoup de suivi sur des bâtiments existants, on s'aperçoit que, notamment quand on est face à des occupants qui sont en situation de précarité énergétique, les économies d'énergie ne sont pas forcément au rendez-vous, malgré des travaux très importants, mais on constate de fortes améliorations au niveau du confort, donc des températures de consigne qui basculent de 16 à 21 degrés, mais qui sont quand même, c'est quand même très très important d'avoir des logements confortables. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Le parallèle avec l'automobile, bâtiment et automobile, c'est de plus en plus de technologies, une complexité à la conception et des enjeux énormes sur la vie du bâtiment, sur son utilisation, sur le rôle de l'utilisateur et sur la maintenance des équipements. C'est un petit peu ce que je comprends de votre présentation. Ce qu'il faut voir dans la construction et l'application de la réglementation thermique, donc 50 kWh, c'est du conventionnel, c'est 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc dans votre étude sur les 18 logements, on va de 30 à 100
kWh par mètre carré et par an, donc une dispersion relativement importante. Mais il faut voir d'où on vient. Le stock est aux alentours de 250 kWh. Donc la réglementation thermique en consommation d'énergie primaire a quand même un effet important sur la consommation des bâtiments. Et l'enjeu est bien sûr sur le stock. Oui, tout à fait. La baisse des consommations, la performance énergétique, elle est bien là. C'est ce que je disais tout à l'heure. On avait un petit peu peur au départ en se disant est-ce qu'on ne va pas exploser en matière de consommation? Non, les résultats sont là. Et finalement, on s'aperçoit que même si les occupants vivent différemment, finalement, ils seraient dans des logements RT 2005 ou RT 2000 ou des précédentes réglementations, ce sera encore pire au niveau des dérives. Donc finalement, voilà, heureusement que la réglementation est là. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Bonjour, Raphaël Fond de Terme Presse. Concernant ce que vous avez appelé le délire de certains occupants, qu'est-ce qui pourrait être fait pour le réduire ? Je ne dirais pas le délire de certains occupants. Enfin, d'ailleurs, c'était pas que de leur faute. Quand on a observé des dérives très importantes sur certains logements, parce que typiquement le régulateur de chauffage était mal placé. Ou effectivement, parce qu'il s'appropriait mal toute cette programmation. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il faut un accompagnement de l'occupant, pas seulement le petit livret d'usage, qu'on lui donne, qu'il va mettre dans le placard de sa cuisine, mais c'est l'accompagner petit à petit et avec en plusieurs étapes. Il y a l'étape de la livraison où on explique effectivement comment on vit dans le logement et éventuellement un petit retour quelques temps après pour l'accompagner, l'aider à optimiser. C'est vrai que c'est ce qui est souvent reproché par certains bailleurs dans la RT 2012, c'est d'aller vers des programmateurs qui sont certifiés. Mais ce qui est très, très souvent reproché par les utilisateurs, c'est que tous ces régulateurs programmateurs, il faut parfois, on a l'impression qu'il faut parfois être ingénieur, et encore, même en tant qu'ingénieur, ça nous fait peur, pour pouvoir les utiliser. Et donc, c'est vrai que les occupants ont besoin de matériel très, très simple, pédagogique, pour mieux réguler, mieux programmer. Et après, il y a des cas où on n'y peut rien quand quand on ramène ça au mètre carré, quand il y a un occupant qui est dans un T3, on va pas l'inciter à suroccuper. Après, il faut effectivement ramener ça en kilowattheure. C'est pas parce que le kilowattheure par mètre carré peut être entre guillemets délirant que le kilowattheure par occupant est forcément aberrant. Il peut être, on peut aller dans un sens inverse. Bonjour, Cédric Rognon, je suis journaliste au Moniteur et à la Maison des Travaux notamment. Je rebondis sur les solutions techniques fiables, robustes et simples à privilégier que vous avez citées. Quelle technologie vous excluriez de cette catégorie ? Alors, la première question que je pose à mes maîtres d'ouvrage, c'est vous avez quel budget de maintenance et comment vous allez appréhender la maintenance ? C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage qui vous dit je n'ai pas de budget, de toute façon, je ne ferai rien, ou 3 fois rien, je vais prendre un contrat de base, il faut rester sur de la solution effectivement basique et fiable, gérée. Peu importe l'énergie, on n'est pas toutes les énergies ont leur solution. Après, quand un maître d'ouvrage dit oui, il n'y a pas de souci, je peux choisir mon entreprise de maintenance, je peux effectivement mettre un petit budget supplémentaire. Là, on peut se permettre d'aller vers des solutions techniques un petit peu innovantes. Ce qu'on a d'ailleurs sur plusieurs de nos projets, mais je dirais que ça va vraiment en parallèle. Le fiable, c'est aussi par rapport justement à la certification des produits, de la garantie sur le matériel. C'est des retours techniques aussi par rapport à des expériences terrain. Avoir du retour sur la fiabilité, la robustesse des produits. C'est vrai qu'on est dans une période un petit peu atypique parce que ce qui a été formidable avec l'RD 2012, c'est qu'on a eu plein de solutions techniques qui ont émergé de toutes parts. Je trouve ça génial de la part des industriels. On a vraiment beaucoup de solutions. Et c'est pas parce qu'une solution technique est innovante qu'elle est pas fiable ou pas robuste. En résumé, l'enjeu, c'est le coût de maintenance derrière qui va déterminer le choix de la technologie ou du matériel.
Les matériels les plus éprouvés sur lesquels on a un long retour d'expérience, je suppose que les coûts de maintenance sont relativement modestes parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui savent le faire, et donc ça a un effet sur les coûts du matériel et de la maintenance. D'ailleurs, c'est intéressant que vous abordiez ce sujet, parce que ce qu'on a aussi constaté, c'est que des logements livrés BBC, quand on a regardé des analyses technico-économiques, c'est que finalement, entre ce qui avait été conçu il y a 3-4 ans et maintenant, sur la plupart des projets, on peut gagner entre 100 et 200 euros par mètre carré au niveau du coût de la construction par rapport aux technologies d'il y a 4-5 ans, et le même projet qui se ferait aujourd'hui avec, effectivement, la conjoncture économique où on a des prix plus favorables, mais également sur les effets d'apprentissage des nouvelles technologies. Je rappelle que la RT 2012, dans le diffus, n'a que quelques mois, et dans le collectif, un peu plus d'1 an, ce qui veut dire que la complexité qu'elle a pu amener pour la conception soit des équipements ou des bâtiments, il faut un petit peu de temps pour que tout se mette en place, qu'il y ait des volumes suffisants pour faire baisser les coûts. Et après, le fonctionnement des systèmes, pour les nouveaux systèmes, il y a bien sûr un apprentissage de l'ensemble de la filière, que ce soit des producteurs jusqu'aux utilisateurs. L'enjeu, c'est encore une fois comme sur l'automobile, l'enjeu de l'utilisateur, de la formation, de l'information et de la formation d'utilisateur est sûrement déterminant, parce qu'une Prius, un hybride qui est censé peu consommer, si vous l'utilisez mal, vous allez consommer que du thermique et très peu d'électrique. Donc pour le bâtiment, je suppose que c'est pareil. Et je pense que ce qui est important, c'est de pas jouer à l'autruche, c'est-à-dire de se dire on livre un bâtiment qui, sur le papier, on a tous les macarons, les étoiles qu'on veut, et de se dire c'est super, ça fonctionne, voilà, j'ai fait mon job. Et après de se dire on va pas regarder ce qu'on consomme vraiment, on va pas, et on laisse le bâtiment comme ça. Je pense que ce qui est fondamental, c'est cet effet d'apprentissage. Dans la RT, il y a une obligation de mesure de la consommation d'énergie, donc c'est aussi, ça participe aussi à la compréhension de l'utilisateur sur son comportement et pour éviter les fameux effets rebonds dont on a parlé.